tous. Je vous remercie d'être tous présents aujourd'hui à la Mêlée numérique 2022. Pour m'écouter vous parler aujourd'hui des monorepos et de toutes les problématiques qu'on peut rencontrer quand on a des codebases qui commencent à grossir, de comment les gérer, comment résoudre les petites problématiques qu'on peut rencontrer. Donc avant tout, laissez-moi me présenter. Donc, je m'appelle Benjamin Lepas. Je suis développeur freelance et back-end à Symbiose. Symbiose, c'est une entreprise, plus une petite, mais une entreprise qui gère la restauration rapide et les franchises. Et aussi, je suis développeur depuis mon plus jeune âge. Ça va faire maintenant 8 ans que j'apprends un peu de mon côté. Donc, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je peux vous présenter tout ça. Donc du coup, à Symbiose, je vais pas mal vous parler de Symbiose aujourd'hui. À Symbiose, on a une petite... on aime bien dire qu'on a une grosse codebase, même si on n'a pas vraiment une grosse codebase. On a une codebase qui est assez grandissante. Et pour vous parler de quelques chiffres, à Symbiose, on a une architecture qu'on appelle en services. Et dans ces services, on expose à peu près une vingtaine de services différents, environ plus de 25 même d'ailleurs. Et dans ces services, on utilise au total un peu plus de 300 packages NPM différents pour que chacun des packages en fait, gère de la logique métier ou de la récupération d'une individuelle. Et ces 400 packages différents NPM sont répartis à travers même pas plus, 400 repos Git pile, parfait, un chiffre rond. Et au total, sur ces 400 repos Git, on arrive à peu près à 170 000 lignes de code. Donc on se rend compte que ce n'est pas non plus une grosse codebase quand on compare aux millions, voire les milliards de lignes de code que les grosses boîtes du web possèdent. Mais quand même, 170 000 lignes de code, ça fait quand même déjà un bon petit quota à gérer. Mais surtout, en soi, ce n'est pas le nombre de lignes de code qui importe, mais c'est surtout les deux éléments dont je vous parlais avant, ces 300 packages et ces 400 repos Git qui, dans Symbiose, nous ont fait perdre de l'efficacité. On a eu une perte d'efficience qu'on a remarquée. Et du coup, je vais vous parler un peu de comment est-ce qu'on a pu surmonter cette problématique qu'on a rencontrée. Donc à Symbiose, avec ces 300 packages, on était tombé dans ce qu'on appelle le dependency hell, le hell. Je vais vous en parler un peu. Donc qu'est-ce que c'est que le dependency hell? C'est compliqué à parler. Donc si on veut prendre un exemple simple, dans un système qui va faire usage de différents paquets, on va avoir, dans le cas par exemple de NPM, on va avoir par exemple un service, donc une API qui va utiliser différents paquets. Donc imaginons le paquet order, qui a une version 12.0.4, et ce paquet order va lui-même utiliser d'autres librairies qui sont définies autre part. Donc il va par exemple, le service de commande va devoir récupérer des paiements et des produits. Donc du coup, il va lui-même être dépendant des librairies de récupération des paiements et des produits. Donc du coup, si on veut se générer un petit graphe, parce que ce format de code, c'est pas très très joli, on peut résumer ça dans un graphe de dépendance. On va avoir le order service qui va être dépendant de la librairie de paiement, de la librairie de commande, et cette librairie de commande qui va être elle-même dépendante de deux autres librairies. Donc on peut remarquer, du coup, grâce à ces paquets, en fait, ça nous permet d'avoir une gestion des dépendances assez claire, parce que même si en soi, le order service est dépendant au total, toutes les librairies qui sont juste en dessous, le order service en est dépendant. Mais la seule chose qu'il a eu à définir, c'est qu'il était dépendant du paiement et du order. Mais par lui-même, en fait, il va savoir que l'order service est dépendant aussi de la librairie produit. On appelle ça une dépendance transitive. Sans le préciser directement, on sait qu'il est dépendant. Si A dépend de B et que B dépend de C, A dépend de C. C'est ça le principe de la dépendance transitive. Donc ça porte quand même un bel avantage au niveau de la gestion des dépendances. On n'a pas besoin de manuellement définir beaucoup de dépendances, surtout que dans le cas NPM, on peut très vite se retrouver avec un nombre très gros de dépendances. Quand on doit se retrouver à installer tout Internet avec 1500 dépendances, ça ferait des très gros fichiers de configuration. Donc du coup, quand même, on retourne vite fait sur les fichiers de configuration. On voit que sur le schéma que je vous ai présenté juste avant, on n'avait pas le concept de version. On disait juste qu'on était dépendant. Mais quand même, le code évolue, le code n'est pas statique, il change de temps en temps. Du coup, pour avoir des librairies qui vont changer,
on va mettre en place différentes versions, mettre en place un versionning. On passe très généralement, même dans le cas de NPM, on passe par ce qu'on appelle le semantic versionning, avec du coup une version X, Y et Z, donc qui mettent version majeure, mineure et patch. Donc là, par exemple, si on regarde l'order service, il est en version 12.0.4, donc X12, Y0, 4, Z4. Voilà. Ça permet de du coup pouvoir faire évoluer ces différentes librairies, et ça permet aussi à travers les versions de savoir comment est-ce que la librairie a changé. Si c'est le Z, donc imaginons le numéro 4 sur la librairie order qui a changé, on va savoir que ça va être un patch, donc une correction de bug, quelque chose qui ne va pas impacter les autres librairies. Le Y, c'est pareil, en général c'est rétrocompatible, donc c'est-à-dire que ça ne va pas casser les librairies existantes, mais ça va être de la modification de process ou de l'ajout de features. Mais par contre, dès qu'on commence à modifier la version X, donc la 12 dans le cas du order, ça peut implémenter ce qu'on appelle des breaking changes, donc des changements qui vont changer le comportement même de la librairie, voire même retirer des méthodes ou alors changer les entrées ou les sorties que les librairies vont prendre. Donc vaut mieux qu'on ait exactement la version qu'on veut. C'est pour ça que dans le cadre de NPM, on met, vous le voyez, le petit chapeau juste devant pour dire qu'on peut installer une version mineure ou patch qui change, on s'en fiche de quelle version on installe. Par contre, il faut que la version majeure reste la même pour éviter d'installer des librairies qui sont cassantes, pour éviter de casser les versions dessus. Donc en soi, ça, à premier abord, ça peut paraître très pratique, et ça l'est très pratique d'ailleurs, mais dans le cadre où on a beaucoup de packages qui sont interdépendants et qui s'utilisent les uns entre les autres, on peut remarquer, si on revient sur notre graphe, que l'order service est dépendant directement de la librairie paiement, mais que la librairie order est elle aussi dépendante de la librairie paiement. Mais là, par contre, on va se rendre compte qu'il y a un petit problème. L'order service est dépendant de la version 4.5.1 de la payment lib, et la lib order va être dépendante de la version 3.9.3. On va avoir ce qu'on appelle un conflit de dépendance. C'est-à-dire qu'on va vouloir installer 2 fois le même package, mais avec une version différente. Quand c'est une version mineure ou un patch, ce n'est pas gênant. Par contre, là, c'est une version majeure qui change. Donc, ça veut dire que le système va pouvoir on va pouvoir avoir des changements qui vont être cassants. C'est-à-dire que la question qu'on va se poser, c'est quelle version est-ce qu'on va installer ? En fonction des package managers qu'on installe, donc dans le cas de JavaScript, on va avoir du NPM, mais dans d'autres cas, par exemple Java avec Maven, etc., on va avoir plein de manières différentes de résoudre les dépendances. Mais en général, quand on a un conflit de dépendance, jamais une bonne solution est vraiment la même, parce que soit on est obligé de forcer d'utiliser une dépendance en particulier, donc du coup, en s'exposant au risque d'installer une version qui n'est pas bonne pour toutes les librairies, ou alors, une méthode que NPM fait, c'est d'installer tout simplement les 2 versions. Et c'est grâce à ça qu'on se retrouve avec des node modules qui font 2 gigas. Et c'était le cas qu'on avait à Symbiose. On se retrouvait avec du coup plein de versions en fait, qui étaient indépendantes, qui utilisaient des versions différentes. Et du coup, on avait des fichiers d'installation qui se retrouvaient extrêmement lourds, et du coup avec un temps de chargement qui était plus long. On perdait, en plus de perdre en efficacité, on perdait en performance brute dans l'application. Donc pour vous donner un petit exemple, ça c'est le graphique de dépendance d'un seul service à Symbiose. Voilà, très compréhensible, très joli. Mais en vrai, ça c'est petit. Ça, je vous montre un vrai dependency graph. Voilà, c'est illisible. Mais ça fonctionne. C'est l'important. Voilà. Mais dans le cadre de Symbiose, ce qui nous a forcé plus ou moins à passer vers les paquets NPM, c'est qu'en fait, on avait une architecture qui était en polyrepo. Le polyrepo, voilà. Donc on avait 400 packages Git, donc c'était un des problèmes qu'on avait. On avait aussi 400 repos Git, parce que ces 400 repos Git, on avait 300 de ces 400 repos Git qui définissaient un paquet. On avait un repo par paquet. Et du coup, en fait, comment fonctionner pour installer les librairies individuellement sur chaque repo, c'est qu'en fait, on faisait ce qu'on appelle des archives, des artefacts, où en gros, on faisait un build de notre code JavaScript, qu'on allait publier sur le repository notre package manager pour avoir une version fixe. On avait une version buildée, donc on avait un artefact qui avait une version 1, 2, 3, etc. Et ensuite, les applications déterminaient quel artefact fallait installer.
Donc ça fonctionne très bien dans le cas où on a encore une fois pas d'interdépendance entre les packages. Le polyrepo, voilà, du coup, on revient un peu sur le même schéma. On a plusieurs applications aussi qui peuvent utiliser la même librairie. Donc du coup, comment est-ce qu'on pourrait avoir une gestion de nos librairies sans avoir à publier des artefacts ou le problème, en tout cas. Quel est le problème dans notre cas, en fait? Est-ce que c'est le polyrepo? Est-ce que c'est l'artefact? Donc, en gros, comment est-ce qu'on pourrait sortir de l'enfer des polyrepos et du dependency hell? Donc, pour ça, il suffit de pointer les deux éventuels problèmes. Donc, le problème de fond, c'est qu'on utilise plusieurs artefacts en même temps qui ont une version différente. Donc, une première solution plausible, ça serait de ne pas partager des libs et de ne pas avoir de version, en gros. C'est un peu le principe du microservice poussé à son extrême. Le microservice, on va avoir des services qui n'ont pas de version, qui s'utilisent entre eux, et voilà, on n'a pas de librairie. Mais il y a des gens qui le font, mais bon, c'est très risqué parce qu'on peut se retrouver avec beaucoup de duplication de code. On va devoir réécrire à plusieurs endroits le même code si on veut avoir une même fonctionnalité, etc. En gros, on s'interdit totalement de partager quelque sorte de code et ça peut poser problème dans le cadre de grosses architectures. Par exemple, si on veut partager les processus d'authentification, etc. Une autre solution, du coup, ça serait le monorepo, du coup. C'est le sujet de la conférence, sinon à un moment, il faut bien en parler. Où du coup, le principe, ça serait en fait pas de virer, pas d'enlever le versionning, mais d'enlever les artefacts, d'enlever le fait qu'on publie et qu'on passe par un service tierce, par un registry, pour stocker les différentes versions de nos librairies. En gros, de directement consommer les API, de directement les lier et de faire un seul et unique artefact qui contient toutes les API qu'on a besoin. Donc en gros, le monorepo permet ça. Laissez-moi un peu expliquer jusqu'au bout du coup le concept du monorepo. En gros, dans le monorepo, donc, je vous parlais juste avant du polyrepo, donc poly pour plusieurs repositories Git, et le monorepo pour un seul et unique repo Git sur lequel toutes les librairies et tous les artefacts sont stockés, sans version. Donc là, on a l'organisation 1, donc le repo, imaginons, qui va être dépendant, qui va définir plusieurs applications, et chacune de ces applications vont être dépendantes les unes entre les autres, avec différentes librairies ou applications. Hop. Donc en gros, sur le monorepo, on va avoir plusieurs faits. Ça n'a pas forcément des avantages, pas forcément des inconvénients. Il y en a qui le sont, il y en a qui ne le sont pas. Par exemple, on ne va plus avoir de version entre les librairies. Ça, notamment, on ne sait pas forcément si c'est un avantage ou un inconvénient. Certains aiment avoir un vrai versionning de chacune de ces librairies individuellement. Après, on n'est pas obligé de le faire. Mais principalement, on va plus avoir de version, on va plus avoir l'order lib qui va avoir la version 4, la payment lib qui va avoir la version 3, etc. On va avoir juste la payment lib et l'order lib, c'est tout. On a une seule et unique version du monorepo. Voilà, le monorepo qui est une version 3, 4, 5, 6, etc. Voilà. On va du coup avoir un meilleur partage de code parce que là, en plus d'être sur des paquets NPM, tout va être disponible en fait exactement au même endroit. Donc si on va vouloir aller récupérer une fonction qu'on n'utilise pas souvent, on ne va pas être obligé d'installer un paquet en plus qui va contenir d'autres fonctions. On va pouvoir aller directement consommer cette fonction sans avoir à rajouter des artefacts, des versions, etc. On a directement tout qu'à un même endroit. Et même pour revenir sur le cas de Symbiose, même si on avait des paquets et qu'on avait une très grosse granularité, ça nous arrivait à certains endroits d'avoir des helpers functions, donc des fonctions classiques qui ne sont pas de la logique métier, mais qui juste permettent de faire de la conversion, quelque chose comme ça. Ça nous arrivait quelquefois, à travers plusieurs libs, d'avoir même cette duplication. Donc même à travers le paquet et une granularité, on avait quand même de la duplication. Et avec le monorepo, on a quasiment éliminé toutes les duplications de code. Même s'il en reste un peu, parce que des fois, on oublie. Aussi, on a une atomicité du feu de Dieu. C'est-à-dire qu'on va avoir une vraie séparation entre chaque librairie, on va avoir une vraie séparation entre qui utilise quoi, on va exactement savoir quelle librairie utilise quelle librairie, mais surtout, on va savoir quelle librairie utilise la librairie sur laquelle on est en train de développer. Alors que dans le cadre d'un artefact NPM, on ne sait pas qui l'installe.
n'importe qui ou n'importe quelle autre application peut installer le paquet NPM qu'on a fait. Alors que là, vu que tout est sur le même monorepo, eh ben, on peut savoir que l'application 1, 2 et 4 utilise la librairie order. On peut savoir exactement qui est affecté par un changement. Ensuite, on va avoir une meilleure visibilité sur les interactions. On revient un peu sur ce dont je vous parlais, qui est pas mal lié à l'atomicité. Donc, du coup, oui, c'est ça. On sait exactement qui interagit avec quoi. On va du coup avoir moins de duplication de code, comme je le disais juste avant. Et on va avoir aussi une beaucoup plus grande facilité au refactoring général. C'est-à-dire que si on a envie de, je sais pas, renommer une librairie, enfin renommer une fonction qui est utilisée à travers 400 repos, 400 dans 400 autres endroits, et on sait que si on modifie ça, on va pouvoir la modifier facilement dans le même repo. Vu que VS Code, sur VS Code ou sur n'importe quelle IDE, on va pouvoir savoir qui utilise quelle fonction et donc remonter facilement tout l'arbre. Chose qui est sur un paquet NPM prendrait beaucoup plus de temps vu qu'on va être obligé de d'abord mettre à jour le paquet NPM, ensuite publier une nouvelle version, aller installer la nouvelle version sur le paquet NPM, publier une nouvelle version et ainsi de suite et remonter tout l'arbre de dépendance à la main. Il y a des gens on peut le faire avec du CI/CD, mais c'est très embêtant pour ne pas être vulgaire. Voilà. Ça, c'est au niveau des points avantages, c'est au niveau des avantages inconvénients, mais juste de manière générale des faits qu'on va avoir avec un monorepo. Hop, voilà, oui. De manière, donc sur le monorepo, dans le concept, c'est très bien, et il y a plusieurs manières de l'intégrer. Hop, voilà. Passer à la bonne slide, ça peut être pratique. Donc, on a tout un tas d'outils qui existent pour intégrer des monorepos. Si on veut rentrer vraiment dans le concret, je vais vous parler des plus gros outils, des outils en tout cas les plus connus. Donc, on a Enix, Bezel, Pont, Rush et Leg, qui sont tous les 5. Oui. Tous les 5 des outils de monorepo. En fait, ils ont tous chacun des avantages et des inconvénients. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chacun, parce que sinon, à 18h, on est encore là. Parce que vraiment, chaque outil en fait, propose ses avantages et ses particularités. Mais dans l'ensemble, ils font tous en fait, plus ou moins la même chose. C'est qu'en fait, ils vont vous permettre d'avoir un repo, le monorepo, qui va en fait gérer un peu tout seul tous les points dont je vous parlais. Tout le refactoring, j'en perds mes mots. Toutes les informations à travers les librairies, etc., il va automatiquement les faire. Par exemple, le dependency graph dont je vous parlais juste avant, il va les faire automatiquement et savoir qui est affecté par quoi. Par exemple, dans le cas de Symbiose, on utilise l'outil qui s'appelle NX, qui est un outil open source développé par une entreprise à part entière. En gros, ce n'est pas les grands méchants gros du web. Et du coup, il propose une fonctionnalité de savoir en fait qui est affecté par quoi. Ou du coup, sur le build, quand on va, imaginons, vouloir build l'application 1, et on sait qu'il va falloir build toutes les applications par entière et il va tout faire à la main. On ne va pas trop rentrer dans le code parce que sinon après on risque de perdre, parce que là le gros des avantages des monorepos qu'on peut parler quand même, c'est que ça complexifie de manière générale les workflows qu'on va devoir mettre en place au niveau de l'équipe. Parce que du coup, premièrement, tout le monde a accès au même et unique projet. Donc il faut appliquer ce qu'on appelle une politique de confiance entre les entreprises, ou alors être strict, être bien strict. Donc c'est-à-dire de bien être regardant sur qui fait quoi au niveau du code, au niveau des merge requests, etc., de ne pas permettre tout le monde de faire n'importe quoi au niveau des branches, etc. Pareil, au niveau de la CI/CD, vu qu'on se retrouve avec éventuellement plusieurs projets différents qui vont avoir un processus de build différent, à partir d'un même projet, on va avoir, dans certains cas, devoir faire 2 pipelines de CI/CD différentes. Mais le problème, c'est que le repo Git, lui, il ne sait pas où est-ce qu'il est. Donc, il faut qu'on puisse correctement définir chacune des CI/CD. Et c'est à ça que ces outils, en fait, sont très pratiques, parce que les 5, en tout cas, dont je vous parle,
permettent d'implémenter du coup des CI/CD, en fait, de un peu faciliter la création de la CI/CD avec, dont je vous parlais juste avant, la notion de projet affecté pour automatiquement mettre en place des commandes qui vont être exécutées en fonction du projet qui doit être modifié. Donc, si c'est l'application 1 qui a été commit, ou alors si c'est une des dépendances de l'application 1 qui a eu des commits, eh ben, on va rebuild et republier uniquement l'application 1. C'est à ça que ces outils sont là. Ça peut se faire sans, mais après, je vous souhaite bonne chance. Voilà. Après aussi, en soi, on a fait un peu le tour du concept même du monorepo. Dans le concept, c'est un sujet très simple qui après, du coup, implique tout un tas de modifications. Mais si on rentre dans les détails, comme je vous disais, au cas par cas, ça peut prendre du temps. Donc, à la limite, je vous inviterai à me poser des questions un peu après. Une dernière chose aussi qu'on peut parler au niveau, du fait d'être strict sur les monorepos, c'est qu'on peut aussi plus facilement impliquer des politiques, par exemple, des politiques de code. Si on prend, imaginons, des éléments comme ESLint, des linters ou des processus de build, etc., des outils de manière générale, en gros des outils de DevOps, ils vont pouvoir être centralisés et distribués à travers toutes les applications. Voilà. Donc plus simple de gérer tout au même endroit. Voilà. Donc si on veut résumer dans l'ensemble en monorepo, on va aller jusqu'à la fin. Bon, je vais pas y revenir juste après. Si on veut résumer rapidement en monorepo, en gros, avantages et inconvénients, ça permet d'avoir une meilleure gestion de ces projets individuellement et de manière multiple, mais ça implique d'être plus rigoureux. Rigoureux, c'est le bon mot. Il est parfait ce mot. Il faut être rigoureux. Voilà. Rigueur et simplicité. Voilà. Donc du coup, petit remerciement, parce que légalement, je suis obligé de remercier les gens à qui j'ai piqué les illustrations, même s'ils ont dit OK. Donc du coup, je remercie Monorepo Explain, qui est ceux qui ont fait les belles illustrations au début. Symbiose du coup pour le cas pratique et la mêlée pour l'accueil. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ? Ok. Je savais pas que le monorepo revenait à la mode. Nous, on a beaucoup de problèmes d'infra derrière. Enfin, un monorepo, ça prend de la casse. Il y a beaucoup de trafic. Enfin, c'est cool. C'est vrai que vous en avez déjà parlé. Du volume, en fait. Oui. Tout ce que ça pouvait engendrer. Oui, alors c'est vrai. Alors, il faut différencier monorepo et monolithe. Dans le cadre, par exemple, de Symbiose, on a beau avoir un monorepo, on a pas encore exactement, mais on tend vers du microservice. Mais on a quand même différents services. Donc, on a, même si nos 25 API sont sur le même repo Git, elles sont toutes déployées dans un endroit différent sur un Kubernetes qui s'autogèrent, etc. Donc, qui vont être scalables à l'infini. Donc, il faut bien différencier ça, même si après, côté développeur, oui, si vous parlez aussi des 2000 composants, côté développeur, on va avoir en effet un repo Git qui va être plus long à installer, parce qu'on va avoir plus de code installé d'un coup. Donc, dans un cas où un développeur simple irait travailler sur un seul composant, dans un cas classique, il aurait installé juste le composant. Là, il doit installer les 2000 composants. Ça prend certes un peu de temps, mais aujourd'hui, à part sur des vraiment très, très, très gros repos, dans l'ensemble, ça se gère. Mais beaucoup différencier, il faut vraiment différencier le monorepo du monolithe. Niveau infra, c'est un autre problème. Sans être indiscret, vous utilisez quoi comme outil de gestion ? Ah, ok. Ok. Ouais. C'est un monolithe. Ok. Ok. J'ai une question en ligne. Ah. Alors, comment est-ce qu'on gère qui a le droit de modifier quelle partie de la code base et tel dev peut toucher à tel paquet? Alors ça, justement, sur un repo, enfin sur le monorepo, en fonction des outils, on peut oui et on peut pas. Ça dépend des outils. C'est comme je vous disais justement, en fait, il faut être beaucoup plus strict et beaucoup plus regardant sur qui touche à quoi.
C'est-à-dire que faut mettre en place une vraie politique Git, c'est-à-dire de ne pas autoriser n'importe quel développeur à pusher sur la branche de prod ou de pré-prod, de vraiment autoriser que des développeurs à avoir uniquement ses issues à lui. Et ensuite, lors des merge requests, lors des code reviews, d'avoir un manager ou des gens assez compétentes pour savoir si oui ou non la personne a le droit d'implémenter ces changements. Après, il y a des outils comme Bazel, par exemple, qui est l'outil développé par Google, qui permet jusqu'à un certain niveau d'avoir une gestion des droits sur les projets. De mémoire, c'est le seul qui permet de faire ça. Mais après, oui, c'est sûr qu'il faut être plus regardant. Donc, comment on fait? On ne peut pas, il faut le faire à la main. Mais de manière générale, il suffit d'être rigoureux. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, justement, comme je disais, en fait, les gestionnaires, ils ont une gestion, enfin, ils ont une notion de qui dépend de qui. Du coup, comme il peut savoir, en fait, quand on fait une modification sur une librairie, sur un projet, quel autre projet va être affecté. Donc, du coup, on peut aussi mixer ça avec le sémantique versioning, avec un sémantique, bon bref, quelque chose sémantique. C'est pas le versioning parce que du coup on en a plus, mais en gros où on va savoir s'il y a eu un commit sur le projet, la librairie order, il va savoir que la librairie, l'order service et la payment service vont être dépendants. Donc il va rebuild par contre uniquement ces deux projets. Tous les autres, il ne va pas les builder. Voilà. Donc c'est en tout cas les 5 outils que je vous ai parlé font ça. Ils font ça par défaut, ils ne vont pas rebuild tout à chaque fois. Parce que c'est vrai que là, sur des gros repos avec 2000 composants, etc., ça prendrait énormément de temps. Là, vraiment, le but d'un monorepo, c'est, comme je disais, de différencier monorepo et monolithe. Ce n'est pas parce qu'on a un code qui est au même endroit que notre CI/CD ou notre infrastructure ne peut pas être déployée en parallèle ou être séparée. Quasiment, oui. Ouais. Ouais. C'est ça. C'est ce qu'on faisait justement avant à Symbiose, et c'est depuis qu'on a gagné beaucoup de temps pour donner quelques chiffres. Je ne sais pas si le manager qui s'est présent m'autorise à les donner, les chiffres de gain de performance. Allons-y. Pour faire simple, on a gagné à peu près 200% en build time, parce qu'avant, du coup, on devait tout rebuild et installer plus de 2 gigas de dépendance. Là, maintenant, on installe 100 mégas. Pour faire simple, on s'est retrouvé au niveau de temps de performance, c'est compliqué de le chiffrer, mais on a facilement gagné bien 20-30% de développement parce qu'on a pu ventiler les versions. Et au niveau on peut monter. Ouais, on peut l'augmenter. Bref, on a gagné beaucoup de temps. Mais ouais, voilà. Ouais. Et aussi, niveau taille pure et dure, même si le monorepo en soi pèse lourd, on doit être quoi? On doit être à 4 gigas le total du repo. Nos API, quand elles sont buildées et compilées, on se retrouve à quelque chose qui pèse 2 mégas, comparé à 3 gigas avant. On avait 3 gigas de dépendance et de code importé par API. Là, on est à 2-3 mégas maximum par API. Donc, globalement, on retourne sur quelque chose de pas extravagant. Voilà. Exactement. Exactement. Il suffit, en fait, ces outils-là, en fait, vous font tout. Par défaut, j'irais vous recommander, en fonction de l'outil que vous développez, il y a différents outils qui sont plus adaptés. Par exemple, si vous êtes si vous êtes beaucoup en JavaScript, etc.,
NX est un très bon outil parce qu'il est très fortement implémenté. La communauté est énormément active dans le JavaScript. Si vous utilisez des langages comme Java ou des langages compilés, C, etc., Bazel ou Pant peut être sympa aussi. Et après, Rush et Lage, j'ai jamais testé, donc je pourrais pas trop parler dessus. Mais après, NX des trois, pour avoir regardé les trois premiers, NX c'est bien que assez complexe à comprendre, un des plus simples. Parce que Bazel est, à mon avis, le plus complet, mais le plus complexe aussi, parce qu'il implique en fait de faire une gestion complète à part entière. En fait, pour faire simple, il redéfinit quasiment l'outil de versionning. En fait, il peut aller jusqu'à remplacer Git en fait. Donc ça implique de vraiment faire un changement très profond à l'architecture. Mais voilà. Mais après, il y a plein d'autres outils. Je vous conseille, si vous êtes intéressé, le site www.monorepo.tools explique très bien. Je me suis beaucoup inspiré de ça. Ils disent à peu près la même chose que moi, ou plutôt l'inverse, disent à peu près la même chose qu'eux. Mais ils donnent beaucoup d'exemples et eux, pour le coup, ils prennent le temps vraiment de rentrer dans les détails de quel outil fait quoi dans tous les détails. Oui, Gradle aussi est compté comme un outil de monorepo, mais je ne l'ai pas cité parce que je ne sais pas. Je suis fâché contre Gradle. Ah oui, c'est extrême. C'est ça. C'est ça. Ouais. Non. À l'époque. Albin, c'est la question d'Olivier Mangin que tu disais tout à l'heure. Ok. Ok. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut... Mince, je suis allé trop loin. Ah, raté. Hop. Bon, du coup, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie d'avoir été attentif et très participatif, ça fait plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. C'est www.monorepo.tools. Oui, il suffit de taper Monorepo et c'est le premier qui apparaît. Hein. C'est d'ailleurs un site fun fact qui a été fait par l'équipe qui a créé NX. Voilà, c'est tout. Petit fun fact. Non, ils ont d'abord créé NX et ensuite ils ont fait le site. Ouais, c'est ça. Pour évangéliser un peu leur système. Ouais. Bon, merci. Mais après, il a été fait en collaboration avec Bazel, avec Lage, avec Rush, Gradle, Punt. Oui. Parce qu'après, si c'est que eux qui parlent, ce serait mal vu, je pense. Ouais, ça serait étonnant à savoir, mais fun fact, quasiment toutes les plus grosses boîtes, en fait, ils sont dessus. Google, 2 ou 3 milliards de lignes de code, un seul repo. Netflix, un seul repo. Twitter, un seul repo. La quasi-totalité des plus grosses boîtes aujourd'hui sont reparties sur un monorepo aussi. D'ailleurs, Netflix, il y a un des chefs de Netflix aussi qui avait fait une très bonne conférence sur les monorepos. Je vous la conseille si vous voulez voir.
enfin, qui fait aussi sur les dependencies, elle, qui parle beaucoup plus en détail que moi. Donc, peut être intéressant. Même en termes. Oui. Ça implique beaucoup plus de rigueur en fait. Il faut être très sérieux, mais après, il suffit d'être un petit peu sérieux et puis on gagne en performance à la fin. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Bon. Et bah du coup, je reconclus. Donc je vous remercie à tous d'avoir été présents aujourd'hui. On repasse sur la... Ah bah je me suis encore retombé de slide. Bon bah c'est pas grave, on sera sur le PowerPoint. Du coup, je vous remercie à tous et je vous souhaite une très bonne journée et bonne fin de millénium.